Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Curieux de Nature. Autrefois considérés comme des oiseaux de mauvais augure, les rapaces nocturnes ont souvent mauvaise réputation, peut-être parce qu'ils vivent la nuit et qu'on a assez peu l'occasion de les observer. Alors aujourd'hui, je vous propose de monter tout là-haut pour apprendre à faire mieux connaissance avec ces oiseaux plutôt discrets et mystérieux. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Bonjour Francis. Bonjour Julie. Alors vous, les rapaces nocturnes, vous avez commencé à vous y intéresser grâce à la chouette effraie. Oui, en 1984, j'ai commencé à visiter mes premières églises suite à l'obtention d'un certificat pour pouvoir baguer les oiseaux, délivré par l'Institut des sciences naturelles. Oui. Et donc, depuis l'époque, je visite les églises et les fermes dans lesquelles les chouettes effraies nichent. En fait, on dit chouette effraie, mais en fait, c'est effraie des clochers, parce que jadis, elle était principalement effraie au clocher d'église ou dans les combles des églises où elle nichait. Actuellement, suite au grillagement des abassons, pour éviter que les pigeons ne rentrent dans le clocher, eh bien, elle trouve des sites alternatifs que sont les nichoirs. Et donc on place des nichoirs dans les clochers d'église et dans les fermes pour attirer l'oiseau et faire en sorte que sa population se stabilise plus ou moins. Ici, il y a un nichoir que vous avez installé. Il y a un nichoir qui est occupé, donc il y a une nichée de 7 poussins. Et donc voilà, on peut aller la visiter. Avec plaisir, je vous suis. Allez-y. Encore ouvrir la porte, oui. Wow, magnifique cet endroit. Donc ici, on est vraiment au cœur du clocher et il y a un nichoir qui a été installé alors? Oui, nous avons installé ce nichoir il y a une vingtaine d'années, donc il est occupé assez régulièrement, sauf ces dernières années parce qu'il y a eu pénurie de micro-mammifères notamment. Et puis voilà, lorsqu'il y a pénurie de micro-mammifères, les oiseaux ne savent pas nourrir et donc s'abstiennent de nicher. C'est ça. Et dans certains cas, l'oiseau est seul et n'est plus accouplé. Donc là, il faut parfois attendre quelques années avant que l'oiseau revienne nicher dans un endroit qu'il connaît habituellement. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc il y a un échelonnement important dans les dates d'éclosion des poussins qui sont dues au fait que la femelle pond 7 œufs, a pondu 7 œufs dans ce cas-ci, mais qu'elle a pondu un œuf tous les 2-3 jours. Et donc entre le premier poussin éclos et le dernier né, il peut y avoir un décalage de plus de 15 jours. Ça, c'est vraiment typique de la chouette effraie. C'est typique de la chouette effraie. C'est la seule espèce qui est capable de pondre autant d'œufs, parce qu'elle s'est accumulée beaucoup de réserves d'eau. Et proportionnellement à sa taille, les œufs sont petits. Ils sont à peine plus gros que les œufs de la chouette chevêche. Et donc elle peut pondre beaucoup. Et les années à pullulation de micro-mammifères, comme c'est le cas cette année, eh bien, il y a beaucoup de poussins, puisque la nourriture est suffisante pour les nourrir tous. La chouette effraie, ce qu'elle a aussi comme autre particularité, c'est qu'elle peut refaire une seconde nichée un peu plus tard. Oui, effectivement. Donc des années comme celle-ci à pullulation de campagnol des champs, cet oiseau peut effectuer une deuxième ponte en fin août ou septembre. Et donc la nidification chez cette espèce peut s'échelonner sur 6 mois de l'année, puisque l'oiseau couve 1 mois, nourrit ses jeunes pendant 8 semaines minimum, et donc recommence par après une deuxième nidification des années à forte pullulation de micro-mammifères. Et elle recommence pour pallier le fait qu'il y aurait eu de la mortalité dans sa première nichée? Donc c'est une stratégie pour compenser les pertes qui sont importantes chez l'espèce. Donc il y a beaucoup de pertes en hiver. Si on a des hivers rigoureux comme celui de 2012-2013 par exemple, la grande majorité de la population périt à cause du manque de micro-mammifères, donc elle n'arrive plus à s'alimenter correctement. Et donc un enneigement prolongé et successif de 3-4 périodes de 15 jours à 3 semaines comme on a eu en 2012-2013 anéantit la population qui doit se reconstituer. Et donc le fait de pouvoir nicher 2 fois lors d'années à pullulation de micro-mammifères fait que la population peut de nouveau se restaurer progressivement. Il ne faut décidément pas aller bien loin pour côtoyer les rapaces nocturnes. Si les chouettes effraies se réfugient dans les clochers, les hiboux moyens-ducs, eux, nichent dans nos campagnes, non loin des habitations. Oui, mais on va se mettre là. Dernièrement, tout d'abord du GT Rapace Nocturne de Natagora, puis aussi bagueur bénévole pour le Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles, et puis aussi agent forestier au SPW. Et
Dylan va essayer de nous faire de belles photos. Donc ici on voit un hibou moyen-duc adulte contre le tronc des épicéas et 3 pulis, 3 jeunes, presque adolescents, qui sont dans les poiriers du voisin. Ils sont nés, donc les parents ont élevé leurs jeunes dans l'épicéa qui se trouve derrière nous, dans un nid de corneille. Donc les rapaces nocturnes ne font pas de nid, ils déposent leurs œufs dans ou une cavité ou dans un autre nid. Dans les épicéas, il est fort caché, il est fort mimétique et donc il est protégé des prédateurs et des harceleurs, comme les corneilles et les pies. Et donc il pond ses œufs en avril, donc bien sûr en avril, de 2 à 4 jeunes. C'est des espèces qui mangent des micromammifères. Donc ils mangent, pour élever leurs jeunes, 3000 micromammifères qui nous débarrassent dans notre jardin. Voilà. Donc il y a quelques tas de branches qui ont été gardées pour améliorer, on va dire, la biodiversité du jardin. Voilà. Et le soir, on les entend crier, ils font des cris typiques, ils font pi, pi. Et les adultes font un ou très sourd, comme ça. Ouh, ouh. Donc très souvent lié à des alignements d'arbres, d'épicéas, mais en pleine campagne, dans le bocage, quoi, comme la chouette chevêche. J'avais cru qu'il y en avait 3. 4 pulis, hibou moyen-duc. C'est une bonne surprise. C'est la découverte de la journée. Ah, c'est bien. Alors on a déjà fait connaissance avec quelques espèces. Ici, vous nous les avez toutes représentées. Oui, donc il y a la famille des hiboux, avec le hibou grand-duc, Oui. le hibou moyen-duc. Ces 2 espèces sont bien présentes chez nous, en nombre relativement faible, avec une forte diminution chez le hibou moyen-duc ces dernières années. Le hibou de marais, c'est un hivernant, très ponctuel chez nous. Le hibou petit-duc, il dévie parfois de sa migration, mais il n'est pas présent chez nous. Il a été observé à Éprave l'an passé, par exemple, quelques jours. Les hiboux, on les différencie des chouettes grâce aux aigrettes. Oui, c'est bien ça. Donc les chouettes n'ont pas d'aigrettes, les hiboux en ont. Et puis ici, il y a le groupe des chouettes. Il y a la chouette effraie qui, à elle seule, appartient à une famille, c'est la famille des Titonidés, alors que tous les autres rapaces nocturnes appartiennent à la famille des Strigidés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Titonidés? Titonidés, je ne sais pas exactement l'étymologie du terme, mais en tout cas, c'est un oiseau qui s'est adapté à une possibilité de pouvoir se reproduire plusieurs fois sur l'année lorsqu'il y a une pullulation de micromammifères. Et c'est un oiseau, par exemple, qui commence à couver à partir du premier œuf, tandis que les autres couvent à partir de l'avant-dernier ou des derniers œufs. Il y a d'autres particularités de l'oiseau qui en fait une espèce à part, par exemple le masque facial qui est typique. L'oiseau paraît comme moins mimétique par rapport aux autres, quoique ça ne l'handicape pas, puisque c'est un oiseau qui la journée ne sort jamais. Parmi les autres chouettes, elles sont toutes présentes chez nous? Pas toutes, ou en tout cas certaines sont en nombre assez réduit, comme la chouette de Tengmalm et la chouette chevêchette, qui sont assez rares chez nous. Elles sont inféodées au massif ardennais d'altitude. La Tengmalm davantage dans l'étage supérieur des forêts de résineux, tandis que la chouette chevêchette est plutôt présente dans les cuvettes froides, aussi des forêts d'altitude et de résineux également. Et puis il y a les espèces des milieux ouverts, donc il y a les fraies dont on vient de parler, puis il y a aussi la chevêche, Oui. Qui est inféodée aussi au milieu prairial. Il faut une végétation rare parce que l'oiseau chasse volontiers au sol. Un milieu assez ouvert alors? Un milieu assez ouvert, agricole, près des fermes, où il y a de vieux arbres, des granges, des refuges d'hiver, des cabanons. Et puis il y a la chouette hulotte qui, elle, est purement forestière, ou alors niche aussi, parfois dans les grands parcs, où il y a des arbres, des vieux arbres, etc. Ou parfois aussi dans les bâtiments. Ce qui est commun chez la chouette, comme le hibou,
c'est leur vue, leur capacité à voir la nuit. Oui, donc ces oiseaux voient beaucoup mieux que nous, évidemment. Si on compare les yeux d'une chouette avec les yeux d'un humain, on devrait avoir, pour avoir l'équivalent de leur vue, des yeux de la taille d'une orange. Ah oui. Donc, la grande différence, c'est que l'œil des chouettes et des hiboux est fixe, et donc c'est compensé par une grande mobilité des vertèbres cervicales, qui en comporte 14. Chez nous, il y en a 7 seulement. Et donc, c'est cette colonne cervicale qui permet à l'oiseau de se tourner dans tous les sens et de compenser donc, un regard fixe. Parce que ses yeux ne bougent pas dans leur orbite. Exactement. Les yeux Hop, ils peuvent tourner la tête sur presque un tour complet. 270 degrés. 270 degrés. Oui. Alors, plus que la vue, c'est grâce à l'ouïe qu'ils chassent. Oui, l'ouïe est très perfectionnée aussi. Et puis, il y a une particularité aussi, c'est que les trous des ouïes sont situés de façon asymétrique. Et donc, ça permet de localiser les sons dans différentes directions et de localiser précisément où se trouve un micromammifère, parfois des dizaines de mètres. Parmi tous ces rapaces nocturnes, le grand-duc d'Europe est le plus grand et le plus gros de tous les hiboux. Malgré sa taille, sa présence reste discrète car il se repose dans les falaises ou dans les rochers, ce qui le rend parfaitement mimétique avec son environnement. Pour le repérer, une écoute attentive est parfois aussi efficace qu'une bonne paire de jumelles. Dès que le soleil s'apprête à se coucher, il dégaine ses jumelles. À 50 ans, Frédéric Arnoux est un amoureux de rapaces nocturnes. Il ne manque d'ailleurs jamais une occasion de les observer. L'objet de toute son attention aujourd'hui, c'est cette carrière, propice à l'installation du hibou grand-duc. Je viens très souvent. Surtout à cette période-ci, c'est la période la plus propice puisqu'il y a les jeunes, le nourrissage, etc. C'est le meilleur moment pour observer. Le jour tombe et très tôt le matin, juste avant le lever du soleil. Et là, on peut voir l'activité des oiseaux. Ici, dans ce cas-ci, à cette période-ci, c'est le mâle qui va s'activer pour nourrir les petits et aussi pour nourrir sa femelle. Patience et coup d'œil sont les maîtres mots pour repérer la zone de nidification de ce majestueux rapace. Mais Frédéric sait reconnaître les signes de sa présence. On prend les jumelles, tout simplement, et on doit repérer la première chose, des fientes le long de la falaise. Des fientes qui sont tout en longueur. Donc on prend les jumelles et on commence. On regarde, tout doucement, là je vais un petit peu vite, parce que selon la taille du massif, ça peut prendre énormément de temps. Donc une fois qu'on a repéré les fientes, on essaye de retrouver soit le plateau ou le replat où ils sont installés, soit la cavité. Une fois qu'on a repéré ça, on attend un petit peu, voir si ça bouge. Mais quand vous avez repéré les fientes, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il y a un couple de hiboux grand-duc installé. J'ai souvent pour habitude de leur donner un petit nom. Je n'ai pas encore trouvé, on va peut-être trouver ensemble. Au quotidien, Frédéric porte sa casquette d'ornithologue en recensant les couples de rapaces nocturnes installés dans la région. Mais dès le travail scientifique accompli, il troque ses jumelles pour son appareil photo. Derrière son objectif, le grand-duc est sans conteste celui qu'il admire le plus. C'est le plus massif. Pour moi, le plus beau. Et puis, je ne sais pas, il me fascine au niveau même physique. C'est un oiseau qui fait 75 cm de long, de la queue à la tête. Mais en envergure, selon le mâle ou la femelle, on peut aller de 160 à 188 cm. Si on voit ça en vol, quand on a la chance de le voir, puisqu'on ne l'entend pas, c'est assez impressionnant. Un mâle, on va parler de poids, fait plus ou moins 2 kg, 2,5 kg à l'âge adulte. Une femelle, 3,5 kg. Ça peut monter à 4,2 kg. Et il y a une raison. C'est qu'en fait, ça amène une diversité de proies. Surtout en période de nourrissage des jeunes. Au début, c'est le mâle qui chasse uniquement, il ramène à manger pour les jeunes et pour madame. Après, quand les jeunes sont un peu plus autonomes, mais toujours au nid, les deux adultes vont chasser. On peut partir d'un coléoptère à un renardeau
Les grosses proies, c'est madame. Elle est plus puissante, plus lourde, elle porte plus. La nuit tombe, là évidemment il n'y aura plus d'observation possible et on fera place au son, à l'écoute. Ce qui est très charmant aussi, on n'est plus dans la période de chant, il y a toujours des cris. Là on rentre vraiment dans un autre monde, autre atmosphère et le mieux c'est à la période du chant nuptial où là on oublie tout. Il fait nuit noire, on ouvre juste les oreilles, on écoute et on profite surtout. Est-ce que les rapaces nocturnes se portent bien aujourd'hui? Eh bien, malheureusement, plutôt pas. Donc, la plupart des espèces régressent. Il y a quelques espèces qui ont bien augmenté, comme le hibou grand-duc par exemple. Oui. C'est une espèce qui s'adapte à plusieurs milieux et qui arrive à nicher dans des endroits parfois inattendus. Et donc l'oiseau s'est vraiment adapté. Il a été réintroduit en Allemagne il y a quelques dizaines d'années. Et donc des oiseaux nés là-bas se sont installés chez nous et depuis on a une population qui se porte bien. En Famenne, on estime qu'il y a une bonne vingtaine de couples nicheurs, peut-être davantage. Et au niveau de la Wallonie, il y aurait pas moins de 200 couples. Donc cette espèce-là se porte plutôt bien. Et les autres? Eh bien, par contre, une espèce comme la chevêche d'Athéna, par exemple, régresse très fort. Elle se maintient grâce à des mesures de conservation, comme le placement de nichoirs, plantation de saules têtards, ou encore d'autres mesures ponctuelles. Les frais des clochers régressent très fort aussi. On estime qu'il y a encore 1 millier de couples en Wallonie à l'heure actuelle et plus ou moins 1500 couples en Flandre. Donc ces oiseaux se maintiennent notamment grâce à l'installation de nichoirs et notamment par les collaborateurs de l'Institut des sciences naturelles. Oui. Alors ici on passe à côté de ces saules têtards qui ont donc été spécialement plantés pour la chevêche. C'est bien ça, oui. Qu'est-ce qu'ils apprécient dans ces arbres? Donc ils doivent encore grandir, hein, évidemment. Oui. Donc, dès que ces arbres vont atteindre l'âge de 15-20 ans, il va se former des trognes au sommet de l'arbre. Donc ces arbres doivent être retaillés régulièrement. Là, on ne les a pas retaillés pour l'instant parce qu'il y a une sécheresse en cours, donc déjà depuis 2 ans. Et donc on a attendu avant de les retailler. Mais dès qu'ils sont retaillés, ils vont former des trognes et ça va créer des cavités qui sont propices à l'oiseau. Et donc c'est ces cavités que les oiseaux apprécient. C'est bien ça, pour venir s'y réfugier. Ils vont faire leur nid dedans alors? Ils vont faire leur nid dans les cavités ou alors sur ces sols, on peut également placer des nichoirs. Qui vont imiter les cavités et qui seront plus sécures au point de vue émancipation des poussins. Je vous propose à présent de rejoindre Stéphane Delogne pour sa chronique. Les guêpes, comme tous les pollinisateurs, ont un rôle important pour la biodiversité, mais elles peuvent jouer les troubles fêtes lors de nos repas en terrasse. Stéphane nous livre quelques astuces pour les tenir à distance sans pour autant les tuer. Bonjour à tous les curieux de nature, vous avez déjà tous fait un repas d'été envahi par les guêpes et qui se passe mal. Aujourd'hui, on va vous en apprendre plus sur ces insectes à la mauvaise réputation et pourtant très utiles et on va vous apprendre à cohabiter avec elles. On croit souvent que les guêpes qui viennent nous embêter à table sont avant tout à la recherche de sucré. Eh bien, c'est surtout de la protéine qu'elles désirent. Avec le sucre, la guêpe va se nourrir elle-même. Avec la protéine, elle va nourrir ses larves. Et c'est pour ça que généralement, en été, elles cherchent à nourrir leurs colonies grandissantes avec de la protéine, donc de la viande. Il y a environ en tout 16 espèces de guêpes en Belgique. Les 2 qui nous embêtent le plus au barbecue, ce sont des guêpes qui font leur nid uniquement en souterrain comme celle-ci. C'est la guêpe commune et la guêpe germanique. Les guêpes qui font leur nid en mode aérien ne sont pas celles qui viennent nous embêter à table. Elles peuvent tout de même être dangereuses et piquer, mais si on ne les embête pas, le risque est limité.
Ce que vous voyez là, ce sont des traces de mandibules de guêpes lorsqu'elles viennent extraire de la fibre de bois pour la mâchouiller avec leur salive et former ensuite ces boules de papier de bois qui leur servent de nid en mode aérien ou même en souterrain lorsqu'elles construisent leurs petits alvéoles en pâte à papier grâce au bois qu'elles arrachent dans nos jardins. Vous vous demandez parfois à quoi servent les guêpes. Eh bien, elles ont plusieurs rôles. D'abord, dans leur recherche de protéines, elles vont manger une quantité invraisemblable de moucherons. On estime qu'une colonie bien populeuse peut avaler 200 grammes de moucherons par jour. Ensuite, elle va rechercher du sucre, du nectar. Quand elle le trouve dans les fleurs, elle participe à la pollinisation et permet d'obtenir des fruits. Et plus tard dans la saison, elle viendra se nourrir directement sur le fruit pour trouver son sucre. Un vrai conseil si vous voulez éviter les piqûres de guêpes. Lorsqu'elles viennent à table, ne cherchez pas à vous en débarrasser par de grands mouvements. Restez tranquille, les guêpes vont peut-être se poser sur vous et partir sans vous piquer. Et surtout, ne les écrasez jamais à table, car elles dégagent des phéromones de stress qui attirent les autres guêpes et les rendent beaucoup plus nerveuses et donc plus disposées à piquer. Le petit truc à l'heure de l'apéro pour manger sans les guêpes, le marc de café, un petit dôme de 50 grammes de marc de café bien sec, on allume et on passera un bon moment sans se faire piquer. Allez, à bientôt et surtout, agissez pour la nature. C'est quand même fou qu'ils soient si peu farouches. C'est ce qui participe à leur vulnérabilité en fait. Depuis 2012, une petite équipe de bénévoles travaille pour la conservation de la chevêche d'Athéna. Pour pallier le manque de cavités de nidification, quelques 300 nichoirs ont été installés en famenne dans des biotopes favorables à ces oiseaux. Voilà. Donc si je ne m'abuse, c'est un oiseau qui vient de Wavreil, donc pas très loin d'ici. Donc c'est un oiseau qui se disperse à très faible distance, en général en moyenne à 5 km du lieu de naissance. Ça peut aller jusqu'à 25 km. Et on a parfois des oiseaux qui se dispersent à 80 km, mais c'est excessivement rare. Voilà, c'est un oiseau qui est né il y a 2 ans, donc à Wavreil. Et qui est venu nicher ici, qui a rencontré un mâle alors voilà, qui a rencontré un mâle qui était probablement nichée. quand on est seul, et donc elle s'est accouplée avec ce mâle. Elles sont habituées aussi à ce que vous les manipuliez parce que Oui. vous venez régulièrement Exactement, oui. pour répertorier les nids, Oui, voilà. les proies. Expliquez-moi un peu. Oui, donc on les répertorie en hiver, donc on fait des recensements en hiver sur base de l'émission du chant du mâle. Et en fonction du nombre de partenaires ou d'oiseaux seuls que l'on contacte, on détermine des territoires. Par exemple, ici c'est un territoire. Il y en a encore 2 autres dans le village qui sont occupés, mais pas chaque année. Et dans ces territoires, s'il n'y a pas suffisamment de cavités, on place des nichoirs. Donc c'est le cas ici. Des nichoirs qu'il faut régulièrement venir entretenir. Qu'il faut visiter, entretenir et voilà. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est ce qu'on va faire, on va entretenir donc, ce nichoir. Et donc on enlève une partie de la litière et on la renouvelle par de la litière fraîche. Donc ça évite que les poussins ne stationnent dans un endroit malsain. Et donc lorsqu'ils s'envolent, ils sont bien propres et ça facilite le vol. Et ça empêche donc des prédations prématurées. Pourquoi est-ce qu'il faut nettoyer le nichoir à la place de la chouette? Alors les chouettes ne nettoient pas leur nichoir elles-mêmes. Donc si elles ne le font pas et qu'il y a des intempéries, par exemple en cavité naturelle, l'eau ruisselle dans la cavité et les poussins sont très sales et donc périssent soit dans la cavité, soit à l'envol. Donc c'est pour préserver l'espèce en fait qu'on leur donne ce petit coup de main. C'est ça, on leur donne un petit coup de main, donc on nettoie le nichoir. Comme ça, les jeunes vont s'envoler parfaitement propres, ils pourront s'envoler plus rapidement, ils seront moins à la merci des prédateurs. Il y en a 150 qui sont fréquentés. Là, on nettoie les nichoirs, je dirais sur une centaine, parce qu'il n'y a nidification que dans une centaine. Ils n'ont pas été tous occupés cette année-ci. Et l'effectif, de toute façon, est de 150 couples, donc on ne s'est pas occupé tous les nichoirs chaque année. Mais l'objectif, c'est que ça gonfle d'année en année grâce à toutes ces nichées alors qui vont, on l'espère, se développer. C'est quoi le taux de survie? Alors le taux de survie, donc jusqu'à présent, on a contrôlé 1500 oiseaux, principalement des poussins. Et à l'heure actuelle, il en reste 300, donc 150 couples. Donc le taux de survie est de 20%. Globalement, c'est la moyenne pour tous les rapaces nocturnes. Oui, c'est très peu et on comprend pourquoi toutes ces mesures de préservation et de conservation sont indispensables. Ouais. Je vous propose à présent de découvrir notre prochain portrait d'arbre.
Non, je ne suis pas un sapin. Je suis un épicéa. Et on me reconnaît facilement grâce à ma silhouette droite et pointue. J'ai la chance d'avoir grandi longtemps et lentement dans un environnement magnifique sur les hauteurs de Redus, le village du livre et de l'espace. Je suis vraiment heureux d'être mis à l'honneur car, en général, je n'ai pas très bonne réputation. On dit que j'acidifie les sols. C'est vrai si l'on me plante en plaine, en rang serré. Ce qui arrive à la plupart de mes congénères. Ils ne vivent alors que très peu de temps. Quelques petites années pour les sapins de Noël et 30 à 40 ans tout au plus pour la production de bois en monoculture. Et encore moins s'ils sont attaqués par les scolytes. Je suis un arbre du Nord. Je pousse en montagne par la volonté de la nature et en plaine par celle de l'homme. Si on me laisse grandir lentement, mon bois est d'excellente qualité. Souple, léger et résistant. Saviez-vous que mon bois fait résonner les cordes des instruments de musique, comme le dessus des violons? Comme je ne perds pas mes feuilles, qui ont la forme d'aiguilles, je peux démarrer ma photosynthèse dès les premiers beaux jours du printemps. Aussi, je reste vert toute l'année et je peux grandir encore et encore jusqu'à atteindre parfois 50 mètres de haut. Et pourquoi pas vivre 5 ou 6 siècles. Francis, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver les rapaces nocturnes à notre échelle? Eh bien, tout particulier peut entreprendre des mesures pour conserver les rapaces nocturnes, donc pour éviter qu'ils ne se fassent tuer trop vite sur les routes, par exemple en levant le pied sur les routes de campagne, par exemple. Il y a aussi pas mal d'oiseaux qui tombent dans les cheminées des habitations. Et donc la pose d'un grillage sur les sommets des cheminées permettrait d'éviter donc, le pire. Et puis il y a aussi les animaux domestiques. Si on peut enfermer ces animaux domestiques entre avril et juillet, ce serait vraiment une bonne chose pour la nature et pour les rapaces en particulier. Merci Francis, je me sens très chanceuse de vous avoir accompagné dans toutes ces découvertes. Merci aussi aux photographes qui nous ont cédé leurs images pour cette émission. À très bientôt.